BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus. Et non, on n'a toujours pas 100 000 $ sur le Bitcoin, mais le Bitcoin gratte et latéralise et n'est pas loin. On verra s'il le passe cette semaine ou alors plus tard. On va suivre tout ça. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est vers quel super cycle allons-nous connaître en 2025 Est-ce que ce sera les ICO comme en 2017 ? Est-ce que ce sera les NFT comme en 2021 ? Ou alors, est-ce que ça pourrait être en 2025 les fameux meme coins? Et puis pour les cryptos en général, alors que les altcoins se réveillent, faut-il plutôt acheter ou vendre? Côté fiscalité, comment est-ce que ça marche? Et puis enfin, Donald Trump sera réellement aux commandes des États-Unis d'Amérique le 20 janvier prochain. Quelles sont ces promesses qui pourraient avoir le plus d'impact? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Morisot, cofondateur de Walsio. Bonjour Pierre. Bonjour Amaury. John Karp, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Bonjour. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par faire un point quand même sur les NFT, parce que John, vous êtes un spécialiste là-dessus. Déjà, il faut prendre des nouvelles un petit peu des NFT. Est-ce qu'ils ont profité de la dernière envolée des cryptos? Les NFT ont en effet profité de la dernière envolée et il y a beaucoup de signaux positifs qu'on a vu poindre pendant justement depuis on va dire depuis l'élection de Trump, depuis ce moment où le Bitcoin s'est envolé. Et donc quand on regarde un peu les chiffres, on est sur des volumes au plus haut depuis le début de l'année. Sur la semaine dernière, on était à 150 millions de volumes sur les NFT sur la semaine écoulée. Il y a certaines collections clés comme le CryptoPunk. Le floor est passé de 75 000 $ à 125 000 $ par exemple. Il y a d'autres collections comme les Doodle qui ont annoncé un partenariat avec McDonald's. Il y a les deux principales plateformes qui sont OpenSea et Magic Eden qui annoncent d'une part pour OpenSea une version numéro 2 pour le mois de décembre et Magic Eden annonce un airdrop de leur token pour le mois de décembre. Il y a de l'attention, voilà. Et puis il y a des nouvelles blockchains qui se sont lancées, notamment la ApeChain, qui est la blockchain de Yuga Labs, sur laquelle il y a eu beaucoup de volume et beaucoup d'attention aussi. Donc on va dire qu'il y a des signaux positifs, mais malgré tout, ça reste un peu en demi-teinte. Alors pourquoi, s'il y a des signaux positifs, John, est-ce qu'il y a des gens qui en attendaient plus à ce moment-là du cycle? Est-ce qu'il y a des signes de reprise? Mais est-ce que cette reprise est convaincante pour l'instant? Justement, vous l'avez introduit en début d'émission, les personnes qui ont investi dans les NFT s'intéressent beaucoup à ces super cycles. Ces super cycles, ça veut dire, pour se remettre un petit peu, justement, quand on a connu le super cycle NFT de 2021, on a eu des assets justement comme les CryptoPunk qui sont passés de 5 Ethers à presque une centaine d'Ethers, alors que l'Ether lui-même passait de 1 500 $ à 4 000 $. Donc ça veut dire que quand on est dans une logique de super cycle, l'idée c'est de surperformer par rapport au Bitcoin ou à l'Ethereum. Et là, donc c'est ce qui s'était passé, comme vous l'avez dit, en 2017 avec les ICO, en 2021 donc avec les NFT, avec une surperformance. Et là, on retrouve pas cette surperformance dans les NFT, mais on les trouve plutôt en effet sur les meme coins, comme vous l'avez annoncé. Et avant de se demander un petit peu, tout simplement, quel pourrait être le super cycle en 2025. Là, alors personne n'a de boule de cristal, évidemment, il faut le rappeler, mais est-ce que vous pensez que ça peut continuer à se réveiller plus, là, tout le secteur des NFT? Est-ce qu'il pourra être porté encore plus vers le haut en cas de alt season qui démarrait fort dans quelques semaines? Alors moi, je suis persuadé qu'il va continuer de se développer. Et d'ailleurs, moi, je suis un amateur. Le monde de l'art continue de se développer. Il y a certaines collections clés qui vont connaître des records. Je ne sais pas si c'est les Pudgy Penguins dont on parle beaucoup ou les CryptoPunk qui continuent de monter quoi qu'il arrive. Donc, il va y en avoir certains qui vont connaître des records. Le secteur en lui-même, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rester un peu quand même calme, voire pas loin de zéro. Un petit peu comme les ICO de 2017, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup qui avaient émergé. Il y en a quelques-unes qui sont toujours très très belles aujourd'hui, mais la majorité va pas se relever malgré tout. Pierre Morisot, vous avez un avis là-dessus, sur ce potentiel retour un petit peu du marché des NFT? Moi, j'ai une vision un peu plus classique de l'investisseur, un peu moins du spéculateur. Ce qu'on voit, c'est qu'en parallèle d'un marché des phases haussières de Bitcoin, il y a toujours eu un méta, c'est-à-dire il y a toujours un grand sujet. En effet, on parlait tout à l'heure, ça a été 2016-2017 les ICO, il y a eu les NFT, la DeFi aussi, peut-être un sous-méta du sujet. Et là,
on voit que les meme coins pourraient devraient être le nouveau sujet qui, en fait, permet, dans ces phases haussières de Bitcoin, où d'un coup les gens en fait veulent absolument générer davantage de revenus, davantage de gains surtout, et donc vont plutôt essayer de parier, de jouer, de spéculer sur ces actifs. Bon, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, à chaque cycle, il y a une sorte de dominante, une grande thématique qui vient. Alors, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Là, pour vous, John, pour le cycle de 2025, ça pourrait être les meme coins, une forte dominance des meme coins? En tout cas, on en parle depuis pratiquement un an. C'est un narratif qui est en toile de fond, qui est assez important. Et quand on voit, en effet, déjà les performances qui ont eu lieu sur l'année passée, on l'a vu, il y a plein de symboles. Tout le monde a suivi sur Twitter l'arrivée d'Elon Musk à la direction de l'efficacité gouvernementale, le Dodge, qui est un peu et le fameux Elon qui toute la journée sur Twitter a passé sa journée à poster des mèmes de lui avec son icône de chien en disant Dodge est arrivé au pouvoir en quelque sorte. Donc c'est quand même... Et c'est toute l'essence d'ailleurs du meme coin, c'est que du symbole, que de la communauté, que du second degré, mais qui devient à un moment tellement important que ça devient un projet sérieux. C'est le cas du Dodge. Bon, et finalement, c'est quand même... on parle de certains projets sérieux, mais ça reste quand même assez risqué, John, tout cet écosystème-là des meme coins. C'est extrêmement... Alors déjà, les cryptos, c'est plutôt risqué. C'est vrai qu'on est dans une classe d'assets risqués. Mais là, on est dans les cryptos aussi risqués, on est quand même dans les risqués des cryptos risqués. On est dans les risqués des cryptos risqués. Et malgré tout... J'ai envie de vous dire, ça vaut le coup si vous aimez le risque et si évidemment, c'est une gestion de portefeuille. Donc ça veut dire que parmi votre portefeuille crypto, si vous voulez réfléchir à mettre 1%, 5% de ces assets dans les meme tokens, ça peut être intéressant, il faut s'y intéresser. Et dans ce cas-là, en effet, parmi les centaines de milliers de meme coins qui sortent tous les jours, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Oui, clairement. Et puis, justement, si on veut entrer dans ce marché, John, comment il faut s'y prendre? En fait, il y a deux approches. Soit vous êtes, on va dire, bon père de famille, soit vous n'allez pas passer votre journée du soir au matin et du matin au soir sur les groupes Telegram, à suivre ce qui se passe, à être prêt à acheter ou à revendre. Je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais il y a un site qui cartonne chez les jeunes qui s'appelle pump.fun, où des gens... c'est des gens plutôt jeunes qui vont pouvoir en un clic, en uploadant une image de leur chien, chat ou animal préféré, et mettre un nom et créer un meme coin en une seconde, et tout de suite il y a des charts qui suivent les plus performants en la dernière demi-heure, la dernière heure, le dernier jour. Et là, en effet, si vous allez là-dedans, vous avez de fortes chances de perdre. Enfin, il faut être clair, si vous n'êtes pas un expert. Par contre, si de manière opportuniste, tout en sachant qu'en effet c'est un effet cyclique, donc c'est peut-être sur un moment de 2025, mais qu'il faut savoir se retirer, s'intéresser aux grosses market cap des meme coins qui sont en train de devenir quand même assez safe. Il y en a certaines qui existent depuis 1 an, depuis 2 ans, qui sont jamais tombées à zéro, comme le PP, le Dog with Hat, le Bonk, d'ailleurs le Dodge aussi. Malgré tout, c'est des choses qui existent. Ça ne veut pas dire que c'est évidemment qu'il faut tout mettre là-dedans, mais ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Pierre Morisot, un peu de Dogecoin, c'est ça? Je pense qu'il y a une distinction quand même entre jouer, je trouve, et là c'est vraiment c'est la frontière, c'est Internet, c'est les mèmes, c'est quelque chose que toute personne technophile, geek comprend, utilise au quotidien. Donc là c'est vraiment du jeu, et on est beaucoup moins, voire plus du tout, dans la logique d'investissement. Tu parlais de bon père de famille, une approche patrimoniale, structurée, avec un objectif. Là c'est vraiment plus du pari court terme. Mais pour le coup, on s'amuse beaucoup plus dans ce type d'activité. Ce qui est intéressant, donc, avec Waltio, on voit l'intégralité des patrimoines crypto. C'est nécessaire pour faire la déclaration fiscale. Ce qu'on voit de façon générale, c'est qui sont les gagnants, ça c'est intéressant. C'est quand même ceux qui ont une gestion passive, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à surperformer Bitcoin ou Ethereum, et qui allouent
que quelques heures par mois. Évidemment, ceux qui en font un métier et qui allouent et qui passent un temps fou, là peuvent complètement réussir à surperformer. Mais bon, c'est dans ce cas-là, c'est devenu une activité. Mais sinon, c'est d'ailleurs comme dans la finance un peu traditionnelle, la gestion vraiment active, mais à quelques heures par mois ou plus, c'est difficile de battre le marché. Bon, donc en gros, non, mais ce que vous nous dites là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à moins que vous soyez professionnel, finalement, tous ceux qui moins vous en faites, mieux c'est. Meilleures sont vos performances. Ça dépend quand même comment on le fait. Et en effet, souvent, on a nos émotions contre soi. Et c'est d'ailleurs nous pour ça que dans Waltio, maintenant, on affiche la performance de ton portefeuille par rapport aux principales cryptos, mais aussi aux indices en bourse, en se disant, comme ça, en fait, les gens sont capables de réaliser à quel point leur portefeuille, leur patrimoine crypto se développe. Et est-ce que c'est vraiment pertinent que je passe ces quelques heures à boursicoter dans la crypto? Bon, et dans les mêmes coins, John, il y a des des mêmes coins plus ou moins capitalisés, il y a des mêmes coins qui sont théoriquement moins risqués, mais même ces mêmes coins-là, ils peuvent se dégonfler aussi. Elles restent extrêmement risquées, c'est vrai. Non, mais elles restent très risquées, mais je veux dire, sur les plus grosses capitalisations, il y a théoriquement moins de risques que sur les toutes petites. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, attention. Oui, bien sûr. Mais elles peuvent se dégonfler aussi. Elles peuvent se dégonfler. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Elles se dégonflent très fort et elles se regonflent très fort. C'est quand même, c'est ce qui les caractérise. Mais pour parler de ce fameux Dodge justement qu'on voit, effectivement. C'est vrai qu'il existe quand même depuis 2013. Enfin, ça veut dire que c'est quand même, on est passé dans un principe où c'est une blague qui est devenue une réalité. Et attendez, la blague, elle est capitalisée à combien là? 53 milliards, je crois. Je crois que c'est ça. Elle fait partie des top 10, voire top 20 market cap en tout cas. Donc c'est quand même une blague assez sérieuse. C'est assez fou, ouais. Pierre, vous voulez... non, j'ai pas énormément de choses à dire. Je croyais que vous aviez quelque chose à dire. Non. non, mais c'est vrai que c'est assez dingue. Et effectivement, c'est important de le rappeler, mais vous l'avez déjà dit, le trading, c'est un métier, etc. Donc il faut pas, il faut pas s'improviser trader. Et en général, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir un peu sur ce sujet-là c'est intéressant les datas que vous avez. C'est-à-dire qu'honnêtement, vaut mieux acheter, tenir sa position et la revendre plus tard dans les assets auxquels on croit, plutôt qu'essayer de sortir, de rentrer tout le temps et au final Bon, déjà c'est pas mal d'angoisse et d'énergie, de nuit en moins, on peut perdre des cheveux, on peut faire mais c'est vraiment beaucoup d'énergie. Oui, ce qu'on voit, c'est que en effet, on peut toujours chercher à battre certaines cryptos et à moins de passer vraiment plusieurs jours par semaine, c'est quand même très difficile. Et en effet, on voit que les principales cryptos sont comme des indices, et donc au final, les suivre... c'est intéressant, ça peut-être qu'un jour on aura des ETF thématiques dans les cryptos. Non, mais ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être. C'est possible, c'est possible. Bon, et maintenant qu'on parle un petit peu de même coin, pas même coin, etc. Plus globalement, Pierre, sur le marché. Aujourd'hui, je le rappelle, on est quasiment aux portes des 100 000 $ pour le Bitcoin. On a fait pas loin d'un x2, plus 45% en un mois. Enfin, c'est assez fou. Et puis on a des altcoins aussi qui se réveillent. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou vendre tout simplement ces cryptos, si on en a déjà? Est-ce qu'il faut renforcer ou est-ce qu'il faut vendre? Déjà, c'est difficile de conseiller. Ça dépend énormément de la situation de la personne. Mais honnêtement, quelqu'un qui a investi il y a plusieurs années, qui a traversé un long bear market, et ça dépend aussi de ses objectifs d'investissement, mais il est possible que, en tout cas, la personne a déjà atteint un certain nombre de performances et que s'il a des projets personnels, j'en sais rien, acheter une voiture, faire autre chose, retirer un peu de cette plus-value, c'est clairement quelque chose qui est faisable et là-dessus. Après, ça, c'est sur le court terme. Je pense que de façon sur le long terme, avec l'élection et les annonces de Trump en campagne, l'élection de Trump, les dernières annonces, c'est-à-dire que c'est exceptionnel à quel point on peut être bullish et on voit que le monde des cryptos est en train de prendre une place dans le monde financier qui est remarquable, quoi. Et John, je reviens sur les NFT. Bon, évidemment, attention, faut être très très prudent. Il n'y a aucun conseiller en investissement dans ce qu'on dit là. Et il faut évidemment ne miser entre guillemets que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais là, vous pourriez dire à certaines personnes qui voudraient rentrer sur le marché des NFT, ça peut être intéressant de le faire maintenant. Je pense qu'il y a une montée potentielle qui arrive dans les mois qui viennent. Il faut connaître. Moi, j'en suis persuadé, en effet, si on s'intéresse bien et qu'on regarde bien et qu'on suit
ce qui a été fait depuis 3-4 ans. Donc c'est n'achetez pas un NFT pour acheter un NFT. En gros, c'est ce que vous dites. C'est sûr et certain. Et n'achetez pas un NFT parce qu'un vague copain vous a dit achète un NFT. Il faut vous-même avoir une conviction sur ce sujet. Moi, je peux vous donner des recommandations, mais mes recommandations sont ma vision à moi, sont ma compréhension, sont mes attentes. Et donc, si quelqu'un se contente d'écouter ce que je dis, il y a de fortes chances qu'il ne le fasse pas de la même manière que moi et du coup qu'il ne réussisse pas à rentrer sur ces NFT. Donc oui, mais comme tous les marchés, il faut s'y intéresser parce qu'en effet, c'est quelque chose maintenant un domaine un peu d'expert qu'il faut connaître et sur lequel on ne peut pas rentrer les yeux fermés. Clairement, et un peu, j'imagine, même discours sur les mêmes coins. Ou enfin, c'est même discours sur les mêmes process coins. Entre guillemets, Mais finalement, même les mêmes coins sont presque plus faciles d'accès parce qu'en effet, il suffit d'avoir un compte d'un crypto exchange pour y accéder. Les NFT, il y a une barrière en plus, c'est un peu plus complexe, c'est un peu moins liquide. Donc voilà, même chose sur les deux. Sur les mêmes coins, bon, à la limite, mettre 50 € sur un même coin, c'est limite plus facile qu'aller sur un NFT qui est tout de suite plus complexe, quoi. Ouais, clairement. Je veux ajouter là-dessus. Bon, on passe tout de suite aux propositions de Donald Trump, quand même, et de leur impact, qui sera investi. Enfin, il a été élu président des États-Unis, mais il sera investi effectivement le 20 janvier prochain. Clairement, on va faire un peu le tour des propositions qui pourraient potentiellement avoir un impact. Alors évidemment, le plus simple, ce serait de savoir quand il les fera et s'il ira au bout. Mais comment dire ? Je me perds un petit peu dans les mots. L'histoire, c'est un peu de savoir quelles propositions il a et lesquelles ont le plus de chances d'être réalisées, on va dire. Et dans celles qui pourraient être réalisées, lesquelles pourraient avoir un impact le plus significatif pour le marché crypto. Bon, la première, celle qui fait quand même beaucoup parler en ce moment, c'est l'ajout de Bitcoin dans les réserves stratégiques des États-Unis. Ça, c'est assez fou quand même si jamais ça va au bout, quoi. C'est énorme. Enfin, c'est-à-dire qu'on entend les pays, les dirigeants d'État, c'était plutôt des pays type Salvador, donc c'était pas les plus grandes puissances économiques mondiales. Là, d'un coup, on a la première, le président des États-Unis qui annonce ça. Les chiffres en plus qu'il annonce, et oui, petit aparté, on parle d'annonces et donc le marché réagit à ces annonces. On va voir ce qui va vraiment être mis en place. Ouais. Si c'est pas mis en place, les cours risquent de baisser. Si c'est mis en place, je pense que ça peut même encore monter. Mais l'annonce là d'acheter 100 000 bitcoins par an pendant 5 ans, juste si on prend déjà les 70 000 qui détiennent liés à leur saisie administrative, plus 100 000 par an, on va arriver assez rapidement à quasiment 3% de la quantité totale des bitcoins en circulation dans le monde. Et c'est assez fou en plus parce que la sénatrice en question qui est à l'origine de ce projet dit que pour financer ses achats de bitcoin, elle aimerait potentiellement vendre de l'or. Donc là, carrément, il y aurait carrément un switch de valeur, entre guillemets. Ça prendrait un petit peu de la capitalisation de l'or pour la mettre dans celle du Bitcoin. Il faut bien trouver quelque part l'argent, sinon il faut l'imprimer. Mais non, mais très clairement. Et puis il y a aussi évidemment le départ de Gary Gensler. Alors tout le monde se disait que, bon, a priori, il allait partir quoi qu'il arrive, mais il a annoncé de lui-même, il a démissionné, il a annoncé son départ. On en a déjà parlé dans cette émission, mais si on peut un peu résumer, Pierre, concrètement, pourquoi ça peut vraiment être un game changer, entre guillemets ? En fait, faut comprendre les étapes. Le fait qu'on ait quelqu'un qui était anti-innovation, anti-crypto, là, c'était complètement aligné avec Trump et donc il y a beaucoup de chances que le nouveau président de la SEC soit pro-crypto et donc concrètement ça veut dire des régimes réglementaires, des cadres qui vont faciliter l'innovation, qui vont faciliter les cryptos, où en gros les cryptos, Bitcoin vont intégrer un peu le paysage de la finance institutionnelle. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de services, ça va être plus facile d'acheter, de détenir, de gérer des crypto-monnaies, il va y avoir encore une meilleure expérience utilisateur, beaucoup plus facile de build, de construire, de développer. Et clairement, John, là-dessus, sur le marché des NFT, le marché potentiellement même des meme coins, une annonce comme celle du départ de Gary Gensler, ça peut avoir un impact, ou alors clairement c'était un marché qui, quoi qu'il arrive, était un petit peu déconnecté de ce qui se passe réglementairement parlant. Non, c'est complètement connecté, au contraire. Une des dernières actions qu'a fait justement la SEC, c'est d'attaquer justement OpenSea, qui était donc la plateforme numéro 1 sur les plus NFT. Grosses, c'est vrai. La plateforme le bon coin, on va dire, du NFT. Donc non, c'est une nouvelle extrêmement positive. A fortiori justement sur des assets un peu plus risqués qui présentent, on va dire justement des zones ou des visibilités réglementaires un peu plus complexes. C'est sûr que c'est beaucoup
Ouais, c'est assez bien pris, oui. Ouais, bon, de toute façon, on verra bien sûr dans quelques semaines qui succédera à Gary Gensler. Juste pour finir, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, si vous pouvez prendre des profits, prenez-les, c'est important, effectivement. Mais Pierre, un petit rappel rapidement, comment ça se passe la fiscalité crypto en France? Ouais. Alors, donc en France, c'est l'élément imposable, l'événement imposable, c'est une fois qu'on a vendu contre des fiat, euros, dollars, des monnaies. Si on est en stablecoin, c'est pas imposable. Exactement. Donc, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, en effet, si l'idée, aujourd'hui, quelqu'un qui détient des crypto-monnaies, l'idée c'est plutôt de se dire j'en vends parce que je pense que pour X ou Y raison ça va baisser, donc je pense que je vais réinvestir après. Peut-être plus pertinent de les revendre contre des stablecoins, les principaux, alors que si plutôt c'est de se dire je veux revendre une partie de mes gains parce qu'aujourd'hui, que ça déplaise ou non aux banques centrales ou à je ne sais qui, 99% des gens, même plus, sont en plus-value, et dans ce cas-là, si c'est revendre, dans ce cas-là, on encaisse de l'euro et on le ramène, on le dépense. Concrètement, c'est quoi? C'est flat tax sur les plus-values, 30% des plus-values, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, en gros, c'est un taux d'imposition forfaitaire, 30%. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent opter pour le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire le taux d'impôt en escalier qu'on a sur nos salaires. Mais voilà, pas de grand changement. A priori, il n'y a rien à surveiller spécifiquement là-dessus. Ça ne devrait pas changer, en tout cas, de manière imminente. Alors, à court terme, en France, non. Ouais. Pas de grand changement. Il y a eu des grands débats, des grandes discussions sur le sujet récemment avec la loi de finances. Il n'y a pas de changement majeur sur le sujet. Pareil sur les NFT, c'est la même chose, hein, John? Les NFT, c'est des crypto-assets. C'est-à-dire que techniquement, vis-à-vis de la loi et du fisc, c'est considéré comme une autre crypto-monnaie, un autre asset crypto, tout simplement, oui. Bon, et voilà, au moins, pour l'instant, c'est relativement simple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, John Karp, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Merci beaucoup, Pierre Morisot, cofondateur de Walsio, d'avoir été avec nous. Vous reviendrez vite nous parler de tout ça. Et évidemment, on va suivre ce fameux marché des meme-coins, John, et puis on verra si les NFT se réveillent encore plus dans les semaines qui viennent. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.